Bienvenue à tous pour ce webinaire sur la monopolisation des marges, comment faire pour mieux les optimiser. C'est un webinaire qu'on a construit pour vous, pour monter en compétence à la solution des sujets techniques. C'est un webinaire qui est là pour vous, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pense qu'avec la petite intro technique, vous avez pu l'exercer. Il va être interactif. On a eu des sondages durant la présentation, donc avec le petit logo, et vous allez voir apparaître sur la droite de l'écran un sondage sur lequel vous pourrez répondre. Et puis, petite info, c'est notre premier webinaire, je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui avec ce démarrage, mais bon, mardi matin, on est au rendez-vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé ce webinaire? Pour comprendre un phénomène qui est omniprésent dans l'entreprise et de manière générale dans les cas d'usage où les voitures restent longtemps garées, c'est le phénomène de voitures ventouses lorsqu'il s'agit de recharge. Quelles sont ses causes et ses impacts? L'objectif, c'est aussi d'explorer des solutions, notamment la rotation forcée, le fait de forcer les collaborateurs à libérer le point de charge et permettre à quelqu'un d'autre de s'y brancher, et d'autres solutions de recharge qui sont un peu plus innovantes, qu'on va voir juste après. Un autre élément important, la donnée est clé. La donnée, c'est vraiment la data, est clé pour pouvoir résoudre ce problème au mieux. L'analyser, comprendre quelles sont les bonnes pistes de résolution, et on va voir en pratique comment c'est possible de mettre en œuvre cette analyse de données. Alors, pour qui est-ce que ce webinaire s'adresse? Principalement des acteurs du monde du tertiaire, de l'entreprise. Ça peut être des acteurs industriels, évidemment. Il y a 4 grands personas, hein, les responsables IRBE et tous les responsables de sujets énergétiques, responsables de moyens généraux de flotte, ou aussi les acteurs du département RH, puisque là, on va parler de sujets collaborateurs et notamment des bonnes pratiques, de politique d'utilisation de matériel, etc. Donc, un premier sondage, comme vous le voyez, c'est un petit test pour nous dire un petit peu d'où vous venez, quel type de profil, dans quelle catégorie entrez-vous. Et bien évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas dans ces catégories-là, vous êtes les bienvenus. Aucune discrimination ce matin. Alors, petite introduction, Mob Energy, qui sommes-nous? On est une entreprise française basée à Lyon, créée depuis 2018, 30 collaborateurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit et on fabrique des solutions de recharge innovantes pour les véhicules électriques. On a une trentaine de clients grands comptes et 3 domaines d'expertise. Premièrement, la robotique mobile pour déplacer un objet dans un parking. On verra pourquoi c'est intéressant. Deuxièmement, le stockage énergétique. On a développé des solutions qui stockent de l'énergie, notamment dans des batteries usagées de véhicules électriques, pour pouvoir, par exemple, profiter des énergies solaires ou de réaliser de la réinjection réseau. Et enfin, tout ce qui va concerner la recharge intelligente. Quelle voiture recharger en premier? Quels sont les besoins énergétiques des usagers récurrents, etc. Solution qu'on aura le temps d'explorer en fin de webinaire. Charles, le robot chargeur, c'est un robot qui va littéralement déplacer l'énergie jusqu'aux voitures. Echo, le cube de puissance, qui va stocker de grandes quantités d'énergie pour ensuite redispatcher sur des points de charge interconnectés. Et puis ensuite des applicatifs, donc des solutions qui permettent aux usagers de passer commande, d'utiliser les services de recharge. Un logiciel de modélisation et de simulation de parking, qui va nous permettre justement d'analyser le phénomène de voitures ventouses. Et puis enfin, un logiciel plutôt d'administration du service. Donc une fois que la solution est déployée, comment faire pour paramétrer tout ça? Alors rentrons dans le vif du sujet, peut-être avec juste un dernier mot. Donc Salim El-Ouad, je suis ravi de vous présenter ce webinaire. Je suis le président et l'un des cofondateurs de Mob Energy. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille sur le sujet de la recharge des véhicules électriques. Alors, le phénomène de la voiture ventouse. Premièrement, il faut savoir que le véhicule électrique est en très forte croissance. On le voit, plus d'1 million de véhicules électriques et hybrides sur le territoire français. À l'international, c'est pareil. Il y a une distinction qui se fait entre les hybrides rechargeables qui sont majoritaires aujourd'hui au sein des entreprises parce que c'est un premier pas vers l'électrique sans non plus tous les entre guillemets inconvénients. Mais il y a des drivers du marché à son adoption. Par exemple, le Parlement européen a voté récemment la fin de la vente des véhicules hybrides et thermiques d'ici à 2035. Et on parle de véhicules neufs. Donc aujourd'hui, la machine est lancée, les véhicules électriques se déploient sur le territoire et notamment dans vos parkings. Et c'est une bonne nouvelle. Pour l'environnement, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle puisque le véhicule électrique permet de réduire de 2 fois à 4 fois le bilan carbone de la mobilité légère. Donc, plusieurs cas de figure ici qui sont présentés dans cette étude.
Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que le véhicule électrique présente un bilan carbone plus intéressant, notamment en France, parce que l'énergie est décarbonée. Donc, à l'usage, l'énergie qu'on consomme pollue moins, entre guillemets. Et il faut vraiment garder en tête que le véhicule électrique va être plus intéressant écologiquement, plus il roule. Donc, il faut le faire rouler. Il y a environ un point de bascule à partir de 30 000 ou 35 000 km parcourus. Le véhicule électrique devient plus intéressant que le véhicule thermique traditionnel. Alors, une petite parenthèse, c'est aussi notre proposition dans ce webinaire, c'est d'aller chercher des infos à droite à gauche sur différents sujets. L'énergie est très importante si on veut penser la voiture électrique dans sa globalité. D'où vient cette énergie? Donc, le solaire, l'hydraulique, le nucléaire présentent des bilans carbone, appelons-les comme ça, au niveau du kilowattheure, donc de l'énergie de la voiture, très intéressant. Et ça tombe bien, en France, on a une bonne production de notre énergie qui est basée sur le nucléaire et l'hydraulique. Et puis ensuite, on va avoir les solutions un peu plus carbonées, le thermique, avec par exemple le gaz ou le charbon. Donc, quand on réfléchit le bilan carbone d'un véhicule électrique, il faut intégrer aussi cette partie-là dans l'équation. Alors, le véhicule électrique se développe, c'est très bien, mais la recharge pose un vrai sujet. La recharge pose un vrai sujet pour 3 raisons. Premièrement, l'autonomie est réduite, on le sait, et d'un point de vue psychologique, on a aussi il y a beaucoup moins de kilomètres prévus que dans les équivalents thermiques. Il y a une étude qui a montré que globalement, il y a un biais cognitif où les usagers pensent qu'il y a 30% de moins d'autonomie que ce qui est vraiment prévu dans le véhicule. Et enfin, les temps de charge peuvent être très longs. D'une part, parce que la recharge rapide n'est pas généralisée sur le territoire, même si de nombreux projets se développent. Et les véhicules ne sont pas tous compatibles avec la recharge rapide. Donc, même si les superchargeurs existent, tous les véhicules ne sont pas compatibles. Donc, quand on a un véhicule électrique ou hybride, on va avoir tendance à se recharger régulièrement, là où on se gare. Et donc, le parking d'entreprise devient un lieu de recharge privilégié. Il y a d'ailleurs des lois qui viennent encadrer ceci. Il faut aujourd'hui déployer des points de charge sur les domaines où les voitures se stationnent. Alors, plusieurs éléments à avoir en tête. Premièrement, il y a des voitures qui ont de très petits packs batterie, notamment les hybrides, d'autres véhicules, des berlines qui peuvent avoir de grandes quantités stockées. Il faut ensuite rajouter le rendement énergétique. Ça va nous permettre d'avoir une appréciation du kilométrage qu'on peut parcourir avec le pack batterie. Et donc là, on varie de 14 kWh au 100 km jusqu'à 30 kWh au 100 km. Donc là, on est très gourmand. On est plutôt sur des véhicules utilitaires légers, par exemple. Et là, on est plutôt sur des citadines bien optimisées. Et puis enfin, les modes de charge. Il existe des modes de charge en courant alternatif qui vont de 2 kW jusqu'à 22 kW triphasés. Ça, c'est les bornes qu'on voit régulièrement, le 7,4, le 11, le 22. Et puis, il y a aussi quelques modèles qui se rechargent jusqu'à 40 et quelques kilowatts en courant alternatif. Donc là, on est sur un standard qu'on appelle le type 2. C'est la prise que vous voyez ici. Il existe aussi de la recharge rapide en courant continu jusqu'à 300 kW. Donc là, cours accéléré sur la recharge, il faut aussi avoir en tête que les véhicules ne sont pas équivalents sur chaque paramètre. Les hybrides rechargeables ont peu d'autonomie et se rechargent relativement peu vite. On parle de 3,7 à 7,4 kW. Évidemment, il y a des options qui existent. Les citadines ont une autonomie plus élevée, un rendement plus intéressant et peuvent souvent accepter la recharge rapide. Puis enfin, les véhicules utilitaires légers, un rendement plus dur, une masse plus importante à porter, donc l'autonomie est souvent plus faible. Et la recharge, aujourd'hui, dans les modèles qui sont existants sur le marché, est relativement réduite. Des collaborateurs, des personas qu'on peut retrouver dans les flottes. Bon, forcément, vous avez tous des univers très différents, mais une manière d'envisager les utilisateurs sur les cas entreprises, il y en a 3. Donc, les collaborateurs qui viennent avec leur véhicule, qui vont potentiellement vouloir ou devoir se recharger sur le site d'entreprise, les collaborateurs avec des véhicules et les véhicules de service pour des opérations, etc. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 caractéristiques qui vont nous intéresser lorsqu'on s'intéresse aux usagers. Quels sont leurs besoins énergétiques? Sous-entendu, quelle distance parcourent-ils par jour, par recharge quotidienne? Et on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 10 kWh en moyenne au niveau national. La deuxième importante, c'est en termes de stationnement. Quand est-ce que les personnes arrivent? Quand est-ce que les personnes repartent? Combien de temps est-ce qu'elles restent? Parce que ça va le sujet de la recharge. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur la plupart des caractéristiques observées dans les entreprises,
c'est 10 kWh par jour au niveau des véhicules et des temps de stationnement moyens aux alentours des 8 heures. Donc, c'est là qu'on arrive sur le sujet de la monopolisation, une intro un peu longue, mais qui permet d'appréhender tout le sujet. Aujourd'hui, il y a deux grands types de bornes qui sont installées sur les parkings d'entreprise, les bornes 7,4 kW, courant alternatif monophasé, les bornes courant alternatif triphasé. Et on le voit bien, si on a 10 kWh à récupérer, la première, en 1h30, c'est plié. Avec la deuxième, en une demi-heure, c'est plié. Donc, on va se retrouver, si on est vraiment présent 8 heures par jour, sur des temps de monopolisation très importants. Et donc, la borne ne fait qu'une seule voiture par jour et en rendant une quantité très faible d'autonomie de 10 kWh, environ les dont on parle. Donc, on observe un phénomène de voiture ventouse. Donc, comment le définir proprement? Un véhicule ventouse, c'est un véhicule qui met toujours stationné et vient monopoliser, vient bloquer le point de charge. Globalement, on observe ce phénomène lorsque les temps de charge sont plus courts que les temps de stationnement. D'un point de vue pratique, vous pouvez l'observer soit en analysant des données de session de charge, donc soit sur votre plateforme de supervision, notamment lorsque vous regardez la durée de branchement, parce qu'il faut savoir que quand un véhicule se branche sur le point de charge, il y a un compteur qui se lance, et lorsque le véhicule se débranche, le compteur s'arrête. Mais il faut le mettre en regard avec la quantité d'énergie récupérée. L'énergie est plus faible que la puissance fois le temps de stationnement, on constate une monopolisation. Et puis ensuite, il y a les couleurs des bornes. Lorsque les bornes clignotent en bleu, c'est que normalement le véhicule a fini de se charger, mais il est toujours branché. Donc vous pouvez l'observer sur vos parkings, et c'est un phénomène qu'on a beaucoup observé aujourd'hui chez nos partenaires. Et on aime bien parler d'un indicateur qui est le coefficient de rotation. Le coefficient de rotation va traduire le nombre de véhicules qui peut se brancher sur un point de charge. Prenons un exemple. Vous avez une voiture, la Zoé, le matin, c'est la première, elle se recharge en bleu et elle va ensuite rester bloquée sur cette borne. Et vous avez donc le deuxième véhicule qui ne peut pas se brancher. Donc là, on a un coefficient de rotation égal à 1. Coefficient de rotation égal à 2, vous avez une libération du point de charge qui se fait à un certain moment. Alors on verra comment, pourquoi, et qui va donc permettre au deuxième véhicule qui arrive après cette libération d'utiliser le point de charge. Le coefficient de rotation, indéfiniment, ça dépend vraiment du cas d'usage. Donc là, on arrive sur un point important, la notion de rotation. On peut la forcer, on va le voir, mais elle peut aussi être naturelle. Donc, c'est un phénomène qui est difficile à observer. Ce n'est pas vos journées sur le parking. Et souvent, il faut utiliser l'analyse de données, des outils peut-être de modélisation et de simulation pour se rendre compte qu'il existe une rotation naturelle, viable, durable sur le parking. Et donc là, c'est une deuxième question qu'on a pour vous, deuxième sondage. Est-ce que vous avez mené dans vos univers des analyses de données pour venir quantifier cette rotation naturelle de vos parkings? On prendra les réponses en fin de période. Aujourd'hui, le phénomène de la voiture ventouse va créer deux grands impacts à avoir en tête. L'impact technique et financier. Globalement, vous avez des bornes qui sous-performent. Elles vont faire moins de kilowattheures, moins de travail, et vous allez continuellement devoir déployer des bornes de recharge qui vont progressivement saturer votre réseau électrique. Donc, ça va se traduire par une technique, une infrastructure qui va être très chargée, et pour rien au final. De l'autre côté, vous avez des impacts RH. Les collaborateurs n'arrêtent pas de demander des points de charge supplémentaires. Il y a une autorégulation qui se met potentiellement en œuvre avec des collaborateurs qui vont essayer de régler ce sujet entre eux. Et il faut aussi avoir en tête que lorsqu'une hybride rechargeable bloque un point de charge, ça peut être très frustrant pour un véhicule 100% électrique qui n'a pas d'autre solution que de se recharger. Donc, si on laisse les choses, ça peut rapidement générer une vraie frustration parce qu'on parle aussi de mobilité. Donc, c'est un sujet qui est vraiment central dans notre vie au quotidien. Alors, quelles options s'offrent à vous? Option 1, accepter le phénomène et composer avec. On dit que c'est le phénomène naturel. On installe du coup que de véhicules électriques. Du moins, si on souhaite conserver un service optimal, eh bien, on va rajouter autant d'électrification. Enfin, on va sur l'électrification de la flotte, ce qui va du coup progressivement votre réseau électrique. Les travaux vont être de plus en plus lourds. Et à chaque nouvelle borne déployée, il va y avoir une augmentation de l'investissement nécessaire. On parle notamment de paliers de puissance. Les 20 premières bornes, les 10 premières bornes sont
jouable. Puis à un moment donné, vous n'avez plus de puissance, plus de passage de câble, plus de TGBT pour accueillir tout ça. Et donc, il faut rentrer dans des travaux qui peuvent être très lourds. De l'autre côté, vous avez de nombreuses places en place électrique. Et il faut avoir en tête qu'une place électrique est moins utilisable parce qu'elle est dédiée aux véhicules électriques. Donc, la capacité du parking diminue. Ça rend la gestion du stationnement plus complexe et ça peut créer d'autres problématiques. Donc, c'est une unité technique et financière qui peut être fragile. Eh bien, on peut chercher à réduire le phénomène d'une manière ou d'une autre. Et la question qu'on va se poser, c'est comment recharger plus de véhicules par jour avec autant de points de charge. Donc, maintenant, intéressons-nous aux solutions. Vous êtes venus pour ça. L'introduction est un petit peu longue, mais le but aussi de bien poser. Première solution possible, la rotation forcée. Donc, la rotation forcée, c'est le fait d'imposer aux collaborateurs de libérer le point de charge. On va distinguer deux types. La rotation forcée qui est non pilotée et la rotation forcée qui est pilotée ou optimisée. La rotation forcée qui ne se base sur aucune donnée en temps réel, mais plutôt sur du bon sens et une connaissance qualitative des usages. Par exemple, vous expliquez à tous vos collaborateurs qu'il va y avoir des recharges le matin et l'après-midi. Et entre la pause midi et 2, il va falloir faire la rotation. Donc là, vous gagnez un point sur le coefficient de rotation. Vous faites 2 voitures par jour par point de charge. On peut du coup arriver à 20 kWh par jour si on reste sur les hypothèses de 10 kWh par véhicule. Votre taux d'utilisation augmente. La rotation optimisée cherche à aller un petit peu plus loin et elle va rentrer dans une forme d'orchestration. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au moment, on va créer une file d'attente en fait. Lorsque le premier collaborateur a fini, il va être alerté de la fin de sa session de charge, il va être invité à déplacer son véhicule, un deuxième collaborateur va être alerté et ainsi de suite. Donc là, on peut aller plus loin, on peut potentiellement envisager un taux d'utilisation maximale du point de charge. Et donc, c'est une première question pour vous, enfin une troisième question du coup dans le sondage qui va apparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, la rotation forcée fait partie de vos pratiques? Est-ce que vous le mettez en œuvre? Alors, au niveau de la rotation non optimisée, donc c'est du bon sens. Globalement, il faut mettre en place une utilisation des IRVE pour infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre en place un travail de sensibilisation et de suivi des résultats. Est-ce que la charte est bien respectée? Le coût de la solution, globalement, il faut compter quelques heures par mois pour suivre et piloter cette pratique. Mais il y a des coûts cachés parce que les collaborateurs vont passer du temps à faire cette rotation. Dans cet exemple, on parle de 20 minutes par rotation, c'est-à-dire qu'il y a le premier collaborateur qui a passé 10 minutes, descendre, prendre sa voiture, trouver une nouvelle place, et 10 minutes, un autre collaborateur qui va faire de même. Est-ce que ça se fait sur le temps de la pause? Est-ce que c'est sur le temps de travail? Ça dépend encore une fois beaucoup des cas d'usage, mais sur un exemple avec 10 points de charge, 260 jours ouvrés, on se retrouve quand même avec des coûts et une masse salariale qui peut être significative. Les limites, on a un taux de respect qui peut être très faible assez rapidement parce que on peut oublier, etc. Il n'y a pas d'alerte qui se fait, c'est vraiment du bon sens. Et mine de rien, gardons en tête que l'impact est modéré. On passe de 1 véhicule à 2 véhicules. Deuxième approche, rotation optimisée. Donc là, on va mettre en place un outil qui va gérer des files d'attente. Donc, un outil qui va comprendre à quel moment les personnes arrivent, à quel moment elles doivent partir des points de charge. Il faut aussi pouvoir alerter les collaborateurs. Donc là, il y a une solution digitale à mettre en œuvre, une application mobile par exemple, une application de support, potentiellement un solver, une sorte de logiciel qui vient orchestrer tout ça. Et puis, il faut compter des frais. Ne pas oublier que ça n'exonère pas les collaborateurs de déplacer les voitures. Donc, il y a du temps passé associé aussi. Donc, le taux de respect n'est pas forcément réglé, mais il est potentiellement amélioré puisqu'on alerte les collaborateurs. La rotation trop intense peut être prohibitive. Imaginez une solution qui invite les collaborateurs à déplacer leur voiture. Bon, bah là, on a des rotations un peu violentes qui peuvent être décourageantes. Et donc, on va aussi augmenter le nombre de rotations et donc le temps passé par les collaborateurs sur ces sujets. Alors, un exemple de fonctionnement sur cette partie optimisée, mais j'en ai déjà parlé. Donc, vous avez un premier collaborateur qui arrive, se branche, commence à surcharger. Un deuxième arrive un peu plus tard et il va renseigner sur une application mobile le fait qu'il souhaite rentrer dans la file d'attente. Il faut imaginer qu'il est disponible. À la fin de la premier véhicule, le système est alerté.
pour le deuxième collaborateur qui va donc devoir aller prendre son véhicule et se brancher sur le point de charge. Les deux doivent du coup faire la rotation. On va donc avoir un deuxième véhicule qui va se recharger, et ainsi de suite. Ça paraît très simple. À avoir en tête, le système repose toujours sur le bon respect de la file d'attente. Donc, il y a des limites à ça, hein. Mais par contre, ce système devient intéressant parce qu'on ouvre la porte vers des optimisations et de l'apprentissage. Potentiellement analyser le comportement de certains automobilistes, certains collaborateurs, pour mieux envisager les rotations et l'orchestration. Quelques autres formes de rotation avant de passer à la suite. Vous pouvez aussi imaginer des rotations organisées par rapport au jour de la semaine. Donc, certains vont se recharger une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, ce qui permet d'augmenter l'énergie consommée en charge, de manière d'augmenter le taux d'utilisation du point de charge. Le véhicule va rester 3 heures et non pas 1 heure, et donc on s'y retrouve. Par contre, la flexibilité est plus faible. La rotation forcée avec un agent, on a rencontré sur certains parkings, de grands parkings, où vous avez du coup quelqu'un qui est chargé de réaliser ces rotations. La mise en œuvre est beaucoup plus complexe, les coûts sont importants, il faut gérer les clés, il y a celui d'assurance, etc. Donc, on a vu une solution organisationnelle sous 2 modes. Il existe aussi des solutions plus techniques, le smart charging notamment. Alors, l'approche est un peu différente. L'idée, c'est que aujourd'hui, ce qui coûte cher dans le fait de déployer de nombreuses bornes, c'est l'installation. 100% des coûts, c'est vraiment le raccordement, l'installation et l'allocation de la puissance. Donc, d'une certaine manière, si on arrive à réduire ce problème, rendre, entre guillemets, les bornes moins chères à leur installation, le sujet de la monopolisation est un peu moins douloureux. On peut se retrouver à installer effectivement plus de bornes. On ne répond pas au taux d'utilisation, mais on rend le sujet un peu plus viable économiquement. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire avec le smart charging. Le smart charging est une solution qui cherche à diminuer la puissance qu'on va allouer à un parc de bornes. Le but, c'est de diminuer la monopolisation, encore une fois, mais de rendre le sujet financièrement plus valable. Donc, c'est des solutions, c'est une approche qui va allier à la fois du hardware, du matériel, en termes de raccordement, en termes de intelligent, mais aussi des logiciels qui vont venir piloter et répartir la puissance. Plusieurs modes d'implémentation. Je vais passer rapidement parce qu'on va en voir un en détail tout à l'heure. Mais donc, le coefficient de rotation ne bouge pas. Le nombre de kilowattheures délivrés par point de charge par véhicule ne bouge pas. Par contre, le taux d'utilisation, on va plus le considérer par rapport au point de charge. J'utilise une borne 10% du temps. On va plutôt s'intéresser au taux d'utilisation de l'infrastructure électrique qui, lui, augmente. Et donc, d'une certaine manière, poser les calculs économiques, on s'y retrouve. La mise en œuvre, donc, brancher des bornes d'une certaine manière, en allouant moins de puissance, en ayant des sections de câbles moins grosses, mettre en place la fameuse solution de smart charging, donc soit avec en local, soit de manière supervisée d'un point de vue software. La logique générale, c'est de réduire les investissements de démarrage. Par contre, il faut aussi avoir potentiellement des OPEX, des frais d'exploitation plus importants. Les limites. Donc, le smart charging tel qu'il existe aujourd'hui ne prend pas en compte le besoin des usagers. Globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez répartir de manière assez homogène la puissance sur différentes voitures qui vont progressivement s'accumuler. Et donc, vous avez, je ne sais pas, 50 kW. Voiture, vous pouvez tout lui allouer. Et puis, quand il y en a 10, chacune n'a que 5 kW, par exemple. Donc, on ne vient pas différencier la priorité des différentes voitures. Et puis, le niveau d'optimisation peut être très limité si on ne connaît pas la solution à la gestion technique générale du bâtiment. Quelle est la consommation du site? Est-ce qu'il y a des panneaux solaires? Ça, c'est des éléments qui permettent d'aller plus loin. Et le smart charging, s'il n'est pas connecté là-dessus, reste assez en intervention. Donc, on a vu des solutions, donc d'un point de vue organisationnel, d'augmenter le coefficient de rotation. On a vu des solutions qui permettent de diminuer le CAPEX, l'investissement à réaliser pour des points de charge. On a vu qu'il y avait des limites dans ces deux univers pour assurer la bonne rotation côté collaborateur et à la fois pour assurer une bonne gestion des besoins de chacun des collaborateurs. Il y a des solutions qui se développent, et notamment, là, je prends la casquette Mob Energy, des solutions qui ont pour but d'allier un peu tous ces univers. Et donc, j'ai le plaisir d'Eco, le cube de puissance.
Eco est une solution que nous avons développée, qui aujourd'hui est déployée et qui condense 3 innovations. La première, c'est de pouvoir prioriser des recharges en passant par des prises de commande. Donc les usagers vont se garer, vont se brancher et au niveau de l'interface centrale vont renseigner une commande en disant dans combien de temps ils pensent repartir et combien d'énergie est-ce qu'ils souhaitent récupérer. En fonction de ces paramètres, le système va commencer à les prioriser, à les ordonnancer. Un point important, les collaborateurs peuvent s'authentifier avec un numéro de téléphone, ce qui permet d'avoir des SMS de notification et donc de ne pas avoir d'application mobile à télécharger, etc. Et peuvent sinon s'authentifier avec un badge d'entreprise sur lequel on va venir rajouter une liaison avec le numéro de téléphone. Le deuxième point de la solution Eco, c'est de pouvoir recharger plusieurs points de charge qui sont interconnectés entre eux et non au réseau. Donc là, vous pouvez les voir sur l'image. Ces points de charge n'ont pas de tirage de qui va jusqu'à l'armoire électrique du bâtiment, mais vont plutôt être branchés entre eux. Et elles sont hors sol. Donc on vient les fixer à même le parking. Quand on est dans un parking souterrain ou aérien, on utilise les murs, mais on ne vient pas enterrer ce système de sorte à conserver une grande évolutivité. Le dernier point, c'est que Eco est branché à un seul câble au réseau à basse puissance. On parle par exemple de 10 kW, soit l'équivalent d'une borne, et va pouvoir délivrer l'équivalent de 45 kW aux voitures, donc de grandes quantités de puissance, parce qu'elle stocke de l'énergie dans des batteries de seconde vie. Donc pour vous expliquer un peu mieux ce système-là, je vous propose cette petite vidéo pour y voir plus clair. Un seul raccordement qui part du réseau et qui vient se brancher sur un pack batterie de seconde vie. Vous pouvez démarrer avec 50, 100 ou 150 kWh de stockage. Une fois que ces batteries ont stocké de l'énergie, notamment moins chère, durant la nuit, on va commencer à les renvoyer, à envoyer cette énergie sur un réseau de points de charge évolutif qui peut monter jusqu'à 20. Donc encore une raccordement au réseau, donc on vient diminuer les capex et les investissements sur la partie électrique, et on va commencer à répartir cette énergie à différentes vitesses, à différentes puissances sur les voitures qui se sont branchées. La manière qu'on a d'orchestrer ça, c'est de passer par la prise de commande. Quelle voiture doit être priorisée? Un point donc important dont on a parlé, c'est le fameux sujet des points de charge hors sol. Donc, on vient vraiment fixer le système sur le bâti, ce qui permet aussi d'avoir une flexibilité très importante. Vous pouvez déménager la solution avec vous si vous le souhaitez. Donc, pour les acteurs qui aujourd'hui ont des sites en location, ne savent pas comment répartir les coûts avec le bailleur, bon, bah là, il y a un câble à tirer et le du système vous appartient. Donc, la prise de commande permet un élément important, c'est la qualité du service. Le smart charging qu'on a vu plus tôt n'informe pas les consommateurs des optimisations qui sont en cours. Avec le système Eco, l'utilisateur va renseigner une commande et va avoir la réponse en temps réel sur est-ce qu'elle va être acceptée, est-ce qu'elle va être refusée. Si la commande est refusée parce que la personne reste trop peu de temps et a besoin de trop d'énergie, le système alternative, restez une heure de plus ou prenez 30 km de moins. Ce qui permet d'avoir toujours une solution de secours et ce qui permet d'auto-optimiser. En résumé, Eco, c'est un condensé de 3 points qui vont permettre d'allier un peu les deux unités. Premièrement, de créer des files d'attente efficaces et qui vont surtout s'adapter aux besoins réels des usagers. On va commencer à gérer les notifications d'alerte pour faciliter les rotations avec ou sans application mobile. Et enfin, on réalise un smart charging poussé puisqu'on va venir se raccorder au réseau avec un seul câble basse puissance. On va stocker de grandes quantités d'énergie, ce qui va permettre de booster ce que le réseau nous offre pour gérer justement les urgences. Dernière solution, et on va réussir à garder le timing. Il existe, et j'ai le plaisir de vous en présenter une, qui ont pour but d'optimiser, pour le coup, vraiment le stationnement. Donc, le robot chargeur Charles est une solution mobile qui va permettre de, ne pas avoir de place exclusivement électrique. Les voitures se garent n'importe où, il n'y a plus de différenciation. Et deuxièmement, va permettre de, pour le coup, libérer la borne, donc qui est un robot, dès que la recharge est terminée pour en sur un autre véhicule. Donc, en fait, on inverse le problème. Il n'y a plus forcément de sujet de monopolisation de recharge, puisque là, c'est la borne qui vient se brancher, puis ensuite se débrancher. Donc, le robot chargeur Charles fonctionne avec un système complet
Donc, une base de recharge qui permet au robot de récupérer de l'énergie. Le robot stocke cette énergie dans des batteries de seconde vie, toujours, et est placé pour se brancher à des modules de connexion qui sont en fait un boîtier que les utilisateurs, que les collaborateurs récupèrent via les distributeurs. Ils n'ont pas besoin ils sont pas propriétaires de les avoir ou de les conserver dans leur coffre. Ils les récupèrent, les branchent à leur voiture, ce qui permet d'être compatible avec tous les modèles du marché. Ça peut être des véhicules utilitaires légers, des 100% électriques, des hybrides ou même des motos. Et le robot va venir se brancher sur ces modules qui sont connectés au véhicule et va délivrer de l'énergie. Le robot charge peut faire de la recharge rapide, jusqu'à 30 kW, et peut faire de la recharge normale, de la recharge en courant alternatif. D'un point de vue mise en œuvre, on déploie le robot charge sur le parking qui a été défini. Donc, il y a une cartographie qui est faite du parking en 3D. Le robot se prépare à se déplacer de manière autonome. On installe l'entièreté du système. Donc, il y a un seul raccordement de puissance à prévoir pour la fameuse base de recharge du robot. Et puis ensuite, on va commencer le service. Donc, le robot va recharger des véhicules tous les jours et les collaborateurs passent des commandes avec une application mobile qui s'appelle MeCharge et qui permet de renseigner les mêmes informations qu'on a pu voir sur Eco. Combien de temps je reste sur le parking et combien d'énergie je veux récupérer. Le robot va estimer le temps qu'il doit passer à recharger ce véhicule et va ensuite se déplacer, se brancher et recharger la voiture. Le collaborateur n'a pas besoin d'être présent au moment où le robot se branche sur le véhicule. En parallèle de ce qui se passe, il faut savoir que le robot charge est supervisé, notamment sur ses phases de déplacement. Il y a des équipes qui vérifient qu'il n'y a pas de problème et s'il reste bloqué sur une voie de circulation, on peut tout à fait prendre le relais à distance pour contourner cet obstacle. L'important sur cette solution, elle est extrêmement évolutive. Vous pouvez rajouter des robots pour augmenter la capacité du service, alors même que vous n'avez toujours plus de place dédiée à la recharge. Donc, une petite vidéo de œuvre. On est sur le parking d'une très grande entreprise basée en région parisienne. Alors, ça va un peu, mais premièrement, le collaborateur se gare n'importe où. Il commande avec une application mobile en renseignant son temps de stationnement. Les deux solutions peuvent être monétisées. Parler, mais c'est une caractéristique de nos solutions, elles sont complètement packagées et intégrées. Donc, si vous voulez monétiser le service pour générer des profits, mais plutôt pour rentabiliser, par exemple, ne serait-ce que l'énergie, c'est possible. L'utilisateur récupère le module, le branche, et puis ensuite, le robot fait son travail. Donc, très simple. Et donc là, pour le coup, les collaborateurs peuvent avoir l'esprit tranquille, ils n'ont pas à déplacer leur véhicule lorsque la recharge est terminée. On peut rajouter autant de modules que nécessaire. C'est quelque chose qui est anecdotique dans l'ensemble du coup. On arrive au bout de cette présentation. En guise de conclusion, plusieurs points à retenir. Premièrement, le phénomène de voiture ventouse est inévitable parce que les besoins en stationnement, les temps de stationnement sont souvent bien plus longs que les temps de charge. Deux, l'analyse des données de stationnement permet d'identifier l'importance du phénomène et notamment de donner les bonnes solutions, de savoir vers où aller. La rotation forcée est une solution qui semble simple à mettre en œuvre, mais qui présente quand même des coûts cachés et une complexité importante qui la rend assez peu durable. Intelligente, le smart charging permet de coupler l'allocation de puissance au bon véhicule et donc de diminuer l'investissement pour des points de charge. La commande permet cette approche parce qu'on va vraiment s'intéresser aux besoins finaux. Et enfin, la recharge mobile est une solution. Le principe de voiture ventouse de place électrique. Du parking. Alors, comment on peut aller plus loin? On peut analyser le parking, on fait de la modélisation et de la simulation de site, pour identifier s'il existe des phénomènes de voiture ventouse, s'il existe des phénomènes de rotation naturelle. Et en fonction de cette modélisation, on peut commencer à y simuler deux solutions. Donc, Eco, qui permet d'aller plus loin dans le charging et l'optimisation énergétique, ou le robot chargeur Charles, qui permet d'optimiser le stationnement avec des places utilisables par tous. Vous pouvez m'arrêter là-dessus. Tous pour votre attention. Et puis, du coup, on va traiter les questions. Est-ce que EcoCharge peut être financé par la loi LOM? Alors, sur la prime à devenir et les subventions, la solution Eco est par
Pour le robot chargeur Charles, c'est un petit peu différent puisque ce qui va être regardé aujourd'hui, c'est le nombre de points de charge activables simultanément. Et donc, le robot chargeur Charles, aujourd'hui, ne rentre pas dans le périmètre de la prime à devenir tel qu'on l'entend. Mais bon, il y a des évolutions qui sont envisageables. Pour l'instant, tout c'est garanti. Charles, il faut expérimenter. Bah, super. On a fait donc c'est notre premier webinaire. On est vraiment très très content de vous avoir en ligne. On a eu pas mal de choses dans cette présentation. Ça a été un petit peu, mais le sujet de la recherche touche à la fois des sujets de comportement, des sujets de stationnement, des sujets électriques. Et puis il y a une telle diversité de solutions qui existent que c'est un peu toutes les possibilités pour avancer. Oui, il y a une question. C'est sur site pour établir un devis pour éco. Fabien, merci. Très content de recevoir ce type de message. Évidemment, qu'on peut étudier. D'ailleurs, on réalise des pré-études pour déterminer l'efficacité des solutions par rapport à l'âge. Donc, je ne sais pas pourquoi on a mis nos coordonnées pour qu'on puisse avancer, mais Pierre-Alexandre va vous les envoyer tout de suite. On recharge le robot se recharge en se branchant sur une base de recharge qui est connectée au système. Je vais vous remettre la hop. Donc là, sur cette vidéo, on va voir la base de recharge ici. Donc, soit mort, soit une place de parking qu'on alloue pour le système, qui va être donc on va dire la maison du robot Charles. Il va y passer la nuit, il va y passer l'année, et c'est là-dessus qu'il a une sorte de module, une espèce de boîtier sur lequel il vient se brancher. Donc le branchement du robot Charles est un branchement mécanique et qui se fait par le bas du système. Instruction sur prochain. Alors, merci Fabien, merci Thibaut, merci à tous. Donc à la fin, merci beaucoup d'avoir été intéressant et utile pour info, on va organiser. parce qu'on se lance, voilà, c'est un sujet, c'est un mode qui est intéressant autour de l'analyse de données, pour notamment ce logiciel. Et donc, vous avez le qui s'est affiché pour vous inscrire et on renverra des invitations, bien évidemment. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et puis, je vous souhaite une très bonne